Les premières réactions de Beaufort. Le 7 novembre, l'escadre de Beaufort arrive à son tour aux îles d'Hyères. Aussitôt informé de la retraite de Gégry, le duc feint une surprise indignée. Il écrit à Colbert: Cela n'a pas été sans étonnement que j'ai trouvé mouillé dans ces îles M. de Martel avec toutes les troupes de terre qui ont été obligées de quitter leur poste. Je n'entre point dans les raisons qu'ils en ont eues, ni dans tout ce détail-là. C'est à ceux qui répondaient des troupes d'en éclairer Sa Majesté. Ce que je suis sûr est qu'ils se tenaient bien assurés quand je les laissais et qu'ils n'avaient pensé que de m'éloigner d'eux. Que tout ce qu'ils me demandèrent, je leur donnais et au-delà, m'en repentant bien présentement et du canon qu'ils ont laissé. Enfin, 3 canons que les Turcs ont mis en batterie en 2 jours leur ont fait quitter la place. Lisez s'il vous plaît mes lettres et les faites relire à Sa Majesté. Vous verrez clairement que si on eût été à ces messieurs les Turcs qui étaient plus faibles que nous, ils couraient le risque au moins de perdre les hauteurs, ce qui, à mon sens, ne pouvait faire sans péril ni peine. Je le maintiendrai devant tous les gens de guerre. Mais monsieur, il n'est plus temps de parler de cela. Il faut réparer, s'il y a moyen, cette brèche à la réputation et se servir à l'avenir, s'il y a moyen, de gens moins intrigants et plus capables de conseiller et exécuter que certains que nous avons. Pour moi, sans haine, je dirai la vérité fort nettement. Beaufort dégage ainsi toute responsabilité dans la retraite et jette l'anathème sur ses subordonnés sans en nommer un seul. Le succès qu'il a remporté à Bougie a ravivé l'orgueil du duc. Aussi, pour prouver son dévouement au roi, il se propose de repartir devant Alger, cette fois avec 12 vaisseaux, de s'y montrer et tenir le port, tout cet hiver autant bloqué que l'on peut. La vanité des corsaires et le retour des troupes les fera mettre force navires à la mer cet hiver, où, si j'y retourne, je me fais bien fort d'en prendre encore quelques-uns. Je crois que je leur donnerai bien de la peine, et que si le roi veut au printemps, on ne laisserait pas l'entreprendre quelque chose en terre de bien hardi, car, quoi qu'ils aient fait, ils sont trop faibles de gens à Alger pour soutenir un corps un peu considérable. Comment le roi pourrait-il accorder un quelconque crédit à ces sempiternelles rodomontades du duc? Beaufort propose enfin de se rendre auprès du roi pour lui expliquer ce qui s'est passé à Gégry. Je supplie Sa Majesté de me vouloir faire l'honneur de m'entendre pour bien juger des choses passées et de croire peu ceux qui ne songent qu'à faire écrire, et à ne point songer à son service. Les 30 pièces de canon que l'on fit mettre à terre me font grand mal au cœur, et tout ce qu'on m'a fait laisser de nos marins par force. Quand j'aurai l'honneur de parler au roi, je serai bien aise que tout le monde soit présent. Je m'assure que nous commenterons de nos faits et qui, si on m'eût cru, nous ne serions pas où nous en sommes, et peut-être la barbarie, pour peu que nous eussions battu les Turcs, bien ébranlés. Une rude controverse est ouverte. Le naufrage de la Lune. La Lune, vaisseau de 48 canons, n'a pas rallié les îles d'Hyères. Elle est restée à Toulon, car son commandant, M. de Verdy, affirme qu'elle n'est plus en état de naviguer. Elle fait eau de toutes parts. Seule l'expérience de son vieux capitaine a permis à ce vaisseau de regagner la France. À bord de la Lune sont embarqués les hommes du régiment de Picardie. Leurs officiers s'inquiètent de l'état du navire et s'en plaignent à Beaufort. Le duc va les rencontrer. Pour alléger la Lune, il ordonne de faire transférer 300 hommes sur le Mercure. La Guette envoie un dénommé Rodolphe, charpentier de l'arsenal, inspecter la coque du vaisseau. Ce spécialiste affirme qu'il n'y a rien à craindre. Verdy n'est pas convaincu. Il refuse de reprendre la mer, même pour franchir les quelques miles qui séparent Toulon de Porquerolles, où il a ordre de débarquer les troupes. La guillotière, qui est à bord de la Lune, s'étonne d'une telle position. Le général ne comprend pas la crainte éprouvée par un marin chevronné pour faire parcourir 10 nautiques à un navire qui vient de traverser la Méditerranée par un temps exécrable.
La guillotière, en haussant les épaules, déclare sur un ton badin à Verdi. Allons, allons, capitaine, nous irons bien jusque-là. Piqué au vif, le vieux loup de mer cède enfin. La lune lève l'ancre et met le cap à l'est. À proximité de Gien, un terrible craquement ébranle tout d'un coup le navire, qui s'ouvre en deux et coule en un instant comme du marbre, rapportera Beaufort. Le commandant de Verdi, raconte Pélisson, ordonna qu'on tirât un coup de canon pour avertir qu'on périssait, mais on n'en eut pas le temps. Le Saint-Antoine, qui suivait, arbora le pavillon rouge et fit tirer 2 coups, mais ce signal, quoique établi en ces sortes d'occasions sur la mer, pour être peu en usage, ne fut point entendu. Une partie des officiers qui avaient veillé extraordinairement la nuit précédente au jeu ou à la débauche eurent à peine le temps de s'éveiller pour mourir. Un petit nombre de gens, et les moins choisis, se sauvèrent dans la chaloupe, d'où ils ne repoussèrent pas seulement, mais tuèrent à coups de pique et de rame, par la crainte d'y périr eux-mêmes, la multitude qui s'y voulait jeter. Quelques autres s'échappèrent à la nage, et entre ceux-là, le commandant lui-même et la Ville-Dieu, aide-de-camp. On y perdit, outre le corps du vaisseau et l'équipage, 48 pièces de canon, 1200 hommes, la plupart du régiment de Picardie, dont ce vaisseau portait 10 compagnies, quantité de volontaires, plusieurs des meilleurs officiers de l'armée et la guillotière lui-même, qui sembla expier par sa mort tout ce que sa jalousie et son chagrin avaient eu de part à toutes nos aventures tragiques. On a su par la Ville-Dieu et par quelques autres qu'il garda la fermeté jusqu'à la fin, car pendant que tout était en tumulte, que plusieurs de ceux dont on avait estimé le courage dans les combats témoignaient une grande faiblesse dans le naufrage, que seul Milly, capitaine, les exhortait tranquillement à bien finir, qu'une partie se déshabillait sur la dinette, lui, sans se mettre en peine d'en faire autant, parce qu'il ne savait pas nager, leur dit d'un air libre et avec le même visage que la mort ne le surprenait pas, lui ayant été prédite pour cette campagne. À cela, comme s'il eût lu ce que dit dans l'Iliade un des héros d'Homère, il ajouta presque en même termes que si la vie des hommes pouvait durer plusieurs siècles, il y faudrait avoir regret, mais qu'étant si courte, il importait peu de la perdre 20 ans plus tôt ou plus tard, par le feu ou par l'eau. La mort en service des militaires, surtout si elle est courageuse, suffisant à l'exonérer de tout reproche sur sa conduite passée. Le comportement de la guillotière à Gigery, quoique critiquable, ne sera jamais plus mis en cause. C'est la raison pour laquelle Gadagne, dans son mémoire au roi, se gardera bien de toute critique violente contre lui. Ainsi, rapportant le départ trop hâtif de la guillotière lors de la retraite de Gigery, il se contentera de déclarer: comme sa mort a justifié sa fermeté, je crois qu'il ne faut l'accuser que d'avoir trop tôt désespéré du salut de l'armée. Les dernières informations publiées par la Gazette de France. Le 11 novembre, alors que la flotte française est rentrée de Gigery depuis 6 jours, la Gazette de France ignore encore la retraite. Elle rapporte avec son emphase coutumière le combat mené à Bougie par le duc de Beaufort, ce prince qui, par une bravoure extraordinaire, alla mouiller l'amiral entre les forteresses de la place, nonobstant le feu continu des ennemis qui lui tirèrent plus de 500 coups de canon. Le lendemain 12 novembre, la Gazette informe enfin ses lecteurs de la retraite de Gigery. Voici la version qu'elle en donne. La retraite fut résolue sur la difficulté de résister à tant de force et même à se conserver l'hiver dans un poste qu'on avait encore peu muni de toutes choses nécessaires. La nuit suivante, cette résolution s'exécuta avec tant d'ordre, pendant qu'une partie de la cavalerie et de l'infanterie française amusait les Turcs dans leur camp, que le matin, tous les autres se trouvaient heureusement embarqués, sans autre perte que le chevalier de Saint-Germain. Après une longue narration de la fin de ce héros, la Gazette de France poursuit. Ainsi,
L'on ne peut qu'exprimer la gloire des Français d'avoir soutenu si longtemps un si grand nombre d'ennemis dans le cœur de leur pays, où ils étaient rafraîchis de diverses places, et donner une telle alarme à celle de Bougie, d'Alger et de Constantine, qu'on aura peine d'y en perdre la mémoire, de sorte que cette retraite aurait été également honorable et heureuse si un de nos vaisseaux, appelé la Lune, sur lequel était une partie du régiment de Picardie, ne se fût perdu par la rencontre des bancs de sable entre Toulon et les îles d'Hyères. Tout marin sait bien qu'il n'y a jamais eu le moindre banc de sable entre Toulon et Porquerolles, mais la Gazette de France écrit déjà l'histoire. La polémique sur la perte de la Lune. Quelques jours plus tard, un homme va apporter un démenti à ces affirmations. Le 19 novembre, Olivier d'Ormesson écrit dans son journal: J'appris qu'un vaisseau, la Lune, chargé de 700 hommes, dont 2 compagnies de Picardie avec la Guillotière, avait péri à la vue de Marseille, où il était demeuré pour faire la quarantaine à cause de la peste. Le vaisseau était vieux et s'était ouvert. C'est une perte grande et surtout après Vigerie, où il a péri 400 hommes qu'on laissa pour garder le camp, tandis que les troupes s'embarquèrent, lesquelles virent ces pauvres malheureux se jeter à la mer, plutôt que de tomber vivants en main des morts. Et dans une note fort instructive, d'Ormesson dénonce sa volonté déjà naissante de dissimuler l'ampleur de l'échec de cette lamentable expédition d'Afrique. La Gazette de France, en rendant compte de ces événements, déguise la vérité. Et commentant l'explication donnée par la Gazette du naufrage de la Lune, il ajoute: Les bancs de sable n'y étaient pour rien, mais le vaisseau était vieux et avait été mal radoubé. Quant à la Guette, il confirme à Colbert que le bateau s'est entrouvert de lui-même, mais, ajoute-t-il, les autres capitaines disent que cela n'est pas possible, qu'il a dû toucher un rocher. La polémique sur les causes du naufrage de ce vieux bâtiment, remis à l'art en service, ne va pas s'arrêter là.